Bonjour Laurent Toubiana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes épidémiologiste et chercheur à l'INSERM. Alors il est vrai que le gouvernement est pris un peu entre deux feux, entre des scientifiques qui mettent la pression pour dire que la situation est grave et qu'il faut aller plus loin, et puis des scientifiques qui disent un peu ce que vous dites, arrêtez de nous faire peur, vous allez nous expliquer pourquoi dans une seconde. Voyons d'abord de quoi on parle avec les chiffres qui sont jour après jour de plus en plus mauvais, c'est vrai. 9800 nouveaux cas en 24 heures, 19 décès en 24 heures. Des chiffres qui sont mauvais, mais qui ne sont pas ceux du mois de mars ou avril, docteur. Dit même effectivement, ce ne sont pas des chiffres a priori très mauvais. Et des chiffres bruts donnés comme ça, jetés en pâture à la population, ne signifient rien pour un épidémiologiste. Pour un épidémiologiste, la première chose, c'est rechercher le dénominateur, c'est-à-dire à quoi se rapportent ces chiffres et comment ils s'inscrivent dans la temporalité. C'est ça qui est important. Ce que je voulais rappeler, c'est que depuis maintenant plus de 3 semaines, on nous dit qu'il y a une recrudescence exponentielle du nombre de cas, et dans cette phrase, à peu près, tout est faux, c'est-à-dire que tout est interprétable d'une manière extrêmement dramatique. Et je voulais juste vous donner cet exemple, parce qu'en réalité, la courbe n'est pas exponentielle. Le nombre de cas ne sont pas des nombres de cas de malades, ce sont des nombres de cas testés positifs, c'est-à-dire dans lequel on retrouve des traces d'acide nucléique dans le nez. Donc, si vous voulez, il y a un décalage presque sémantique dans ce qui est exprimé. Et bien sûr, tout ça fait extrêmement peur. Et nous, scientifiques, quand je dis nous, nous ne sommes pas un collectif, 35 scientifiques se sont réunis pour dire il faut lever le couvercle de la peur de toute cette population et il faut redonner un peu d'espoir et de liberté à ces gens. On va le détailler et on va en parler. C'est vrai que la pression est montée d'un cran cette semaine. On a entendu pas mal le professeur Delfrécy, le patron du conseil scientifique, qui est intervenu dans les médias. On évoquait d'ailleurs hier le fait qu'il s'était sans doute fait un peu taper sur les doigts par l'Élysée parce qu'il était allé un peu loin dans ce qu'il avait dit lorsqu'il avait dit qu'il allait y avoir des décisions difficiles à prendre pour l'Élysée. Eh bien, il était hier soir l'invité de Darius Rochebin sur ce plateau. Écoutez ce qu'il disait en creux tout au long de son émission. On vous a sorti quelques extraits. Quand on regarde ce qui peut se passer sur le taux d'occupation des lits de réanimation, prenons Bordeaux par exemple aussi, ou prenons Marseille, prenons Paris également, eh bien, on sent de nouveau une tension importante à partir de la mi-octobre. Tout le monde a compris qu'on était rentré maintenant dans une stratégie de moyen terme, voire même peut-être de long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'épisode de mars, mais qu'on est parti sur plusieurs mois. Peut-être aussi avec un retour du virus à partir du mois de novembre venant de l'hémisphère sud, revenant de l'hémisphère sud. On ne sait pas, mais c'est possible. Il faut que nous nous reprenions en main, tous, pour éviter qu'il y ait trop de multiplication du virus et qu'on soit amené à des mesures trop difficiles. C'est-à-dire qu'on va rentrer, si on admet que l'idée est de vivre avec ce virus, en acceptant le fait qu'on va tomber sur un certain nombre de risques. Les 4 mois qui viennent sont probablement quand même 4 mois les plus difficiles. Olivier. Oui, j'entends ce que vous dites et j'entends ce que dit le professeur Delfrécy. Faire peur, effectivement, c'est sûrement pas la bonne solution. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce matin, je rencontrais un urgentiste d'un hôpital parisien qui me disait on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais néanmoins, il faut vraiment que l'on prenne toutes les mesures nécessaires parce que si on avait une deuxième vague, ça serait bien pire qu'en mars dernier. Et il expliquait pourquoi. Il disait, en mars dernier, l'hôpital a pu faire face, d'abord parce qu'on a soigné que le coronavirus. On a laissé tomber les cancers, les problèmes cardiaques, les AVC, et cette fois, on ne le fera pas parce qu'il y a eu trop de personnes qui ont été victimes de cet abandon. On ne le fera plus en tant que médecin. La deuxième chose, c'est qu'un certain nombre d'unités de santé ont fermé pour des raisons sanitaires, et donc nous avons eu dans les hôpitaux le renfort de confrères qui n'étaient plus occupés là où ils travaillaient habituellement et donc qui sont venus nous renforcer. Troisième point pour lequel ça ne sera pas la même chose, donc ça peut être plus catastrophique qu'en mars, c'est que en mars, on a pu envoyer en traitement des malades de zones surinfectées vers des zones qui étaient beaucoup moins infectées. Or, aujourd'hui, on constate que le virus
est répandu d'une façon plus générale sur l'ensemble du territoire. Il y a plus de zones rouges, en fait. Et que par conséquent, ce transfert sera très certainement difficile à effectuer. Voilà les 3 raisons qu'il m'a dites, pour lesquelles, à son avis, il faut prendre les mesures de précaution, davantage de lits de réanimation, etc., qu'on ne recommence pas à être démunis, comme ça a été le cas en février dernier, par rapport aux tests ou par rapport aux masques. Mais ça, sans faire peur aux Français, Laurent Toubiana, c'est un fait. Donc, il faut peut-être que les Français en soient informés. Attention, il y a un risque. On sait qu'à Marseille, par exemple, à l'hôpital Nord, c'est juste, les lits de réanimation, c'est juste en ce moment. Alors, tout d'abord, je pense que monsieur le prof auquel vous faisiez référence, j'ai oublié son nom. Je ne l'ai pas dit. Ah bon, ça c'est plus simple. C'était un urgentiste. C'est un urgentiste, il est dans son rôle. Mais moi, je suis épidémiologiste, et vous en avez vu très peu des épidémiologistes. Moi, ça fait 30 ans que j'étudie les dynamiques des épidémies. Delfraissy est un épidémiologiste. Non, monsieur, il n'est pas épidémiologiste du tout, il est virologue. Non, mais donc, Martin Blachier, il y a eu des... Oui, on a Martin Blachier, écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Monsieur Martin, juste un petit détail, il nous avait prévu 65 000 morts avec masque à la sortie du confinement. Donc, il s'est discrédité tout seul. Donc, je ne veux même pas entendre parler de ce monsieur. En revanche, j'entends beaucoup et il a raison, il utilise le conditionnel, mais il ne connaît pas les épidémies, il ne connaît pas du tout le mécanisme des choses. Il fait son métier, il voit des patients qui souffrent, et il les soigne. Moi, je suis épidémiologiste, j'ai une vue globale de ce qui se passe au niveau des épidémies, et je connais ça, c'est mon métier. Donc, je vous dis maintenant qu'en réalité, cette épidémie a eu son histoire naturelle. Et cette histoire, si une vague avait dû venir, elle aurait dû venir au moment du déconfinement, parce que au moment du déconfinement, on revenait à l'état initial, c'est-à-dire que 95% de la population était soi-disant non immunisés. Oui, mais on ne pouvait pas se déplacer d'un département à l'autre au moment du déconfinement. Mais de toute façon, à Paris, vous aviez bien vu qu'à ce moment-là, il y avait tout le monde dans les rues, des manifestations, etc. Ouais. La vague ne s'est pas du tout propagée. Il faut donc réexaminer cette théorie de la seconde vague, qui est une théorie fabulatrice, complètement folle, qui n'a jamais existé. Vous dites la stratégie de la peur du gouvernement et de certaines sommités médicales n'est pas la bonne, soit. Mais moi, ce que je trouve le plus anxiogène, c'est les contradictions entre vous, d'autres confrères. Alors qu'il faut y croire. Alors exactement, mais imaginez-vous bien que nous qui ne sommes ni médecins, ni scientifiques, ni épidémiologistes, nous on fait ce qu'on nous dit. On fait et là vous instillez une forme de confusion. Vous dites dans votre tribune que j'ai lue avec beaucoup d'attention, vous dites que c'est ce climat de peur qui fait qu'on n'a plus confiance dans les discours officiels, que ça permet la prospérité des complotistes et le profit des extrémistes. Exactement. Oui, c'est ce que vous dites dans votre tribune. Mais moi, en vous écoutant, je me dis, mais qui vais-je croire? Donc évidemment... croyez les épidémiologistes déjà. Non, mais vous dites ça, mais d'autres nous disent... Ça veut dire... croyez les infectiologues. Juste une question sur le conseil scientifique, parce que vous dites dans votre tribune, il faudrait soit le supprimer, soit le réformer. Oui. Il y a des épidémiologistes au conseil scientifique ou pas? Il y en a, oui. Et alors, ils sont pas bons Mais vous savez, la science se fait sur la base de discussion, mais surtout de transparence. Ouais. Et j'estime qu'il manque énormément de transparence. On doit savoir à qui on a affaire, on doit savoir quelles sont les discussions, mais non, on a juste des résultats, c'est-à-dire une peur qui transparaît partout. En réalité, je peux très bien vous expliquer ce qui se passe, mais la réalité, vous l'avez constaté, c'est qu'on nous a prévu 500 000 morts. Ces 500 000 morts ne sont jamais arrivés. On nous a prévu des vagues. Oui, mais 500 000 morts, c'est énorme. C'est pratiquement la mortalité de la France pendant un an, si vous voulez. Donc, je peux aller au bout de ce que je dis. Après, on nous a prévu beaucoup de choses absolument faramineuses, des catastrophes qui ne sont jamais arrivées, y compris les multiples secondes vagues qui devaient... Alors, les gens qui se trompent au bout d'un moment, errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc, il faudrait peut-être arrêter d'écouter les gens qui se trompent tout le temps. Moi, j'avais écrit avant
que l'épidémie arrive en France. J'avais écrit exactement comment ça se passait. Ce texte est en ligne. Vous devriez le lire. J'ai décrit exactement ce qui allait se passer. Et ça s'est passé. Allez-y, Ava. Puisque vous êtes ici en plateau, est-ce que vous pouvez nous dire si d'après vous on est à la fin de cette épidémie ? Cette épidémie, de mon point de vue, est terminée. Elle a vécu son histoire naturelle. Cette histoire s'est passée pendant les deux mois terribles, on va dire, entre mars et mai. Et puis là, ce que l'on observe, c'est une lente, si vous voulez, une queue d'épidémie, mais nous sommes finalement dans des cas sporadiques. Ces cas sporadiques existent dans toutes les épidémies et une proche en proche. Comment se terminent les épidémies, à votre avis? Toute seule? Il y a quand même une bonne raison. Les épidémies se terminent lorsqu'il n'y a plus de gens à contaminer. Or, il arrive ici, maintenant. Non, pas du tout. Le vaccin n'a rien à voir là-dedans. Non, le vaccin. Alors, je ne suis pas anti-vaccin. La polio a disparu d'Afrique grâce au vaccin. Carnet, mes enfants ont leur carnet de santé tout à fait à jour. Et je ne suis pas anti-vaccin. Je ne suis pas non plus et ça veut dire, complotiste ou quoi que ce soit. Laurent, J'essaye de donner des informations, les informations que je connais, et les donner au plus grand nombre. C'est ça mon... Alors, la question qu'on se pose là, c'est qu'il y a un conseil de défense, et ce matin, tout le monde s'est réuni pour essayer de voir quelles mesures il fallait prendre, si tant est qu'il faille en prendre. Moi, personne n'est scientifique sur ce plateau, donc on vous écoute avec beaucoup d'attention. Ça veut dire que, selon vous, parce que le gouvernement, il est comme nous, il n'est pas des médecins, à part Olivier Véran, ils ne sont pas médecins, donc au début, ils nous ont dit, on ne prendra pas une seule décision sans qu'on ait un médecin qui nous ait validé la décision qu'on va prendre. C'était le fameux pas il y a toujours une blouse blanche derrière chaque décision. Au fur et à mesure, ça a évolué, puisque le gouvernement doit prendre ses décisions en conscience. Est-ce que ça veut dire que là, selon vous, il faudra dire, voilà, maintenant, ok, le masque, c'est pas la peine, les tests, c'est pas la peine, on arrête et on recommence à vivre normalement. Est-ce que c'est ça que vous dites? J'ai dit, les tests sont faits, en fait, que prouvent les tests à l'heure actuelle? On a testé 8 millions de personnes, à peu près, un peu moins. 8 millions de personnes, 97% de ces personnes-là sont négatives. Qu'est-ce que ça dit? 97% négatives. Les 3% restants correspondent à peu près à de l'erreur. Si vous avez des enfants, quelqu'un qui vous ramène un 19 sur 20, vous lui dites que c'est bon, c'est très bon ou c'est excellent, 19 sur 20 Eh bien, le test généralisé que l'on a mis en France, c'est 19 sur 20 pour négativité. Donc, moi, j'estime que c'est excellent. On nous dit qu'à peu près 30 à 40% de faux négatifs. Excellent, ça veut dire qu'il n'y a pas de virus qui circule à l'heure actuelle, et ce ne sont pas des malades, ce sont des gens dans lesquels on retrouve des traces de virus. Donc, il faut quand même faire ce distinguo, je l'ai fait dès le début, et il y a très peu de malades, très peu de malades, de vrais malades, il y en a quelques-uns. En fait, ce sont les nombres d'hospitalisations qu'il faut regarder alors. Qu'est-ce qu'une épidémie? Une épidémie, ça fait des morts, et ça fait des malades graves. C'est ça, sinon, une épidémie de rhume, excusez-moi, on peut définir ça, mais pour moi, c'est pas grave. Vous comprenez? Donc, si on doit avoir un indicateur de la gravité d'une épidémie, c'est les gens qui vont à l'hôpital. Pendant la période épidémique, il y a eu combien de gens hospitalisés? Cette fameuse période épidémique, il y a eu 110 000 personnes hospitalisées. Et c'est pas beaucoup? Pour une seule maladie? Il suffit. Non, mais pour une seule maladie, parce qu'on n'a pas hospitalisé les autres. Oui, mais ça c'est d'ailleurs une des conséquences. C'est une des conséquences graves du confinement et justement de la peur. Les gens ont eu peur d'aller se faire soigner, même pour leur maladie chronique. Ça veut dire qu'on a c'est différent. On a sur-hospitalisé les gens, c'est ça que vous dites? Écoutez, tous les hospitaliers vous racontent que... tous les hospitaliers que vous avez rencontrés, mais moi j'ai rencontré beaucoup d'autres hospitaliers qui me disaient, nous sommes au chômage. Il n'y avait dans beaucoup d'hôpitaux privés... les lits étaient occupés. Mais non, pas du tout. Pas du tout, ça c'est une interprétation. Il faudrait qu'on revoie ça en détail, mais on en rediscutera si vous voulez. Ne dites pas ça. C'est ce que vous répétez, ce qu'on vous a dit. Non, c'est pas ce qu'on me dit, c'est à la fois ce que j'ai vécu, parce que j'ai été transféré de service en service avec... vous répétez votre histoire personnelle, non, c'est pas mon histoire. Écoutez, c'est bien, mais ne généralisons pas toute la population. Des hospitaliers de plusieurs hôpitaux, en tout cas. Donc en fait, on a sur-hospitalisé. Combien il y a d'hôpitaux en France? Je sais pas... Eh bien, je vais vous le dire, il y en a 3000. 3000 hôpitaux. Qui n'étaient pas du tout pleins, et il y avait des médecins qui ne travaillaient pas du tout. Il y avait beaucoup d'hôpitaux qui n'étaient pas pleins.
Et on aurait pu mieux gérer cette crise, ça c'est une évidence, mais l'histoire nous le dira. Bon. Alors, on voit bien avec tout ça, avec ces débats sur ce plateau, c'est intéressant d'entendre ce que vous dites, on voit bien c'est que la pour le différence gouvernement, entre la ça va être donnée et la connaissance, compliqué effectivement. pour le gouvernement.